Salut à tous et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui je suis extrêmement content de vous présenter un RSC-17. C'est une chance de pouvoir en trouver un en France et de surtout vous le faire partager. Allez, c'est parti. Ah, le RSC-17. Je crois que j'aurais jamais cru un jour avoir la chance d'en approcher un d'aussi près, ni même de tirer avec. Pour un passionné de la Première Guerre mondiale comme moi, c'est vraiment une chance incroyable. Et de plus, il y avait ce jour-là non pas un, mais deux RSC-17, comme vous le verrez dans la vidéo. Un toujours en semi-automatique et le second en réarmement manuel. Alors pour l'intro de cette vidéo, vous avez vu que je n'ai tiré qu'un seul coup. C'est juste que ces RSC-17 demandent un rechargement particulièrement fin et que le nombre de munitions était limité. Mais ça, j'y reviendrai plus tard dans la vidéo. Avant d'aborder spécifiquement le RSC-17, on va remonter un peu le temps et étudier un peu l'évolution des armes semi-automatiques en France et ce qui a amené à la naissance du RSC-17. Je vous rassure tout de suite, je ne vais pas aborder tous les prototypes fabriqués entre 1894 et 1914, même si j'en ai très envie, mais on va se concentrer uniquement sur quelques-uns seulement. Tout d'abord, il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Et cette époque, c'est l'année 1884 avec l'adoption de la poudre sans fumée. J'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur le fusil Lebel. Mais cette poudre est la grande révolution dans l'armement au niveau mondial. Pour faire simple, cette poudre permet d'envoyer des projectiles plus loin et enfonce beaucoup moins les armes. C'est surtout cette deuxième propriété qui est intéressante, car elle permet justement d'améliorer le fonctionnement d'armes automatiques. Ceux qui ont déjà tiré avec des armes de poudre noire m'auront compris, cela salit très rapidement l'arme et donc son mécanisme. Là, avec cette poudre sans fumée, on peut enfin se permettre d'automatiser des mécanismes sans qu'ils soient altérés par l'encrassement des tirs. Celui qui l'aura parfaitement compris, c'est un certain Hiram Maxim, mais ça, c'est une autre histoire. A noter que la transition depuis la poudre noire vers la poudre sans fumée était déjà anticipée par certains ingénieurs, sans que la technologie ne soit encore connue. On note par exemple le système semi-automatique et full auto des Danois Madsen et Rasmussen. Il s'agit d'une sorte d'automatisation du bloc tombant du Martini-Henry avec actionnement par court recul du canon qui a été breveté en 1883, sachant parfaitement qu'il ne pouvait pas fonctionner plus d'une dizaine de coups avant que l'encrassement de la poudre ne le rende inopérable. Le mécanisme sera adopté en petite quantité via le modèle M1888. Ce mécanisme connaîtra un certain succès durant la Première Guerre mondiale avec les nombreuses adoptions de la mitrailleuse légère Madsen. Mais le problème en France, c'est l'adoption du fusil Lebel en 1886. Et oui, même si j'adore ce fusil, il a été adopté bien trop rapidement et son magasin tubulaire est devenu très rapidement obsolète face aux fusils à système Mauser, Mannlicher et Lee. L'autre grosse problématique en France, c'est l'adoption de cette cartouche, le 8 mm Lebel et sa forme de bouteille. D'ailleurs, cette problématique se poursuivra jusqu'en 1918. J'en ai aussi déjà pas mal parlé dans ma vidéo sur le FM 2429 et l'adoption de la nouvelle munition, le 75 par 54. Donc le gros problème de cette 8 mm Lebel, c'est qu'elle a été adoptée pour être utilisée dans le fusil Lebel. Mais le souci, c'est que sa forme permet difficilement une utilisation dans des armes automatiques, là où des étuis de forme droite seront plus adaptés. Donc, voyant l'obsolescence immédiate du fusil Lebel par rapport à ses contemporains, et surtout par rapport à ce qu'avait son ennemi juré à l'époque, l'Allemagne et son fusil G88, puis un peu plus tard G98, les militaires français vont tester des prototypes de fusils semi-automatiques dès 1894. Et oui, bien avant l'adoption du RSC-17, donc en 1917. Ça reste incroyable de se dire que malgré des doctrines de combat vieillottes, l'armée française cherche dès 1894 à potentiellement équiper tous ses fantassins avec des fusils semi-auto. Ce qui est, comme on verra, plutôt ambitieux. Un des premiers points à comprendre avec tous les prototypes qui seront testés, c'est que la très grande majorité d'entre eux ne seront pas chambrés en 8 mm Lebel. Ah oui, comme je vous le disais, la munition n'est pas adaptée pour les armes automatiques ou semi-automatiques. Tous vont partir sur des calibres entre le 6,5 et le 7 mm et surtout avec des étuis droits bien plus adaptés à l'utilisation dans des armes automatiques. 3 centres en France vont proposer des prototypes. Il s'agit de la section technique de l'artillerie, l'école nationale de tir et la commission technique de Versailles et des ateliers de Puteaux. Pour faire simple, j'appellerai cette dernière Puteaux. Chaque centre va proposer presque une dizaine de fusils semi-automatiques et même pour Puteaux et l'ENT, des fusils mitrailleurs. Je rappelle qu'on est encore à la fin du 19e siècle. D'ailleurs, à cette époque où on découvre les joies de l'automatisme, je tiens quand même à parler brièvement du fusil mitrailleur B1.
Ce fusil mitrailleur est quand même incroyable car nous sommes en 1900 et l'ENT propose un fusil mitrailleur qui fonctionne par l'adduction directe des gaz sur la culasse. C'est ce même système qui sera utilisé beaucoup plus tard sur la série des MAS 40, 44, 49. On retrouve un tube au-dessus du canon qui arrive au niveau de la culasse et au lieu d'avoir un piston qui entraîne la culasse, ce sont directement les gaz qui vont pousser la culasse. C'est exactement le même principe pour les AR-15. Oui, le principe de récupération des gaz des AR-15 d'aujourd'hui vient d'un système inventé par un Français en 1900. Alors pour en revenir au fusil semi-automatique, tous vont connaître une succession d'évolutions et d'améliorations. Dans cette nouvelle ère qu'offre la poudre sans fumée, on teste aussi différents systèmes d'automatisme. On l'a vu juste avant, le NT proposait l'adduction des gaz sur la culasse, tandis que Puto, par exemple, proposait des armes fonctionnant par long recul du canon. Sans parler des munitions qui sont testées et quasiment uniques à chaque arme. Au final, 3 fusils seront retenus. Je n'aborderai qu'un seul d'entre eux, le fusil Meunier A6. Et pour cause, le fusil Meunier A6 est réellement le tout premier fusil semi-automatique réglementaire français. C'est un fusil chambrant le 7 par 57 mm et avec un magasin d'une capacité de 6 coups. L'arme fonctionne par long recul du canon, c'est-à-dire qu'au départ du coup, le canon et l'ensemble mobile culasse vont reculer en même temps et être amortis par 2 ressorts, et ainsi effectuer l'action d'éjection de l'étui et chambrer une nouvelle cartouche dans la chambre. Ce système est plus compliqué que l'adduction directe des gaz, mais le Meunier A6 donne satisfaction par rapport à ses 2 autres concurrents. Mais le problème de ces tests, c'est qu'ils ont été faits en 1911-1912. Eh oui, il a fallu du temps pour expérimenter des armes et des nouvelles munitions. Et les militaires ont peut-être aussi voulu prendre leur temps, contrairement à ce qui avait été fait avec le fusil Lebel et sa mise en production forcée. Le Meunier A6 est officiellement adopté par l'armée française et mis en production en 1913. Et vous le voyez venir, la guerre arrive rapidement en 1914 et tout est stoppé. L'économie et la production de guerre se mettent en marche et il n'est plus alors question de changer d'arme, et encore moins de munitions en plein milieu de conflit. Surtout qu'il y a 3 millions de fusils Lebel en stock, et changer tout cet arsenal demandera un effort financier colossal. On préférera combler les pertes des fusils Lebel sur le terrain par la fabrication de fusils Berthier 07, dits de tirailleurs sénégalais, mais ça, c'est une autre histoire. On peut se poser la question, si la guerre n'avait pas éclaté en 1914, on aurait pu imaginer l'armée française vers 1914-1915, équipée avec des fusils semi-automatiques et avec des fusils mitrailleurs. Certes, peut-être pas en grande quantité, mais par rapport à l'équipement des autres armées, elle aurait été très en avance sur son temps. Malgré quasiment 20 ans de tests et de développement, le projet d'adoption d'un fusil semi-automatique dans l'armée française avorte avec l'entrée en guerre en 1914. Mais vous le savez aussi bien que moi, le conflit qui ne devait pas durer s'enlise dans une guerre de tranchées qui promet d'être très longue. Finalement, le programme du fusil semi-automatique ressort des placards. Alors que le Meunier A6 était adopté en 1913, mais que sa mise en production fut stoppée en 1914, l'état-major décide finalement de carrément repartir sur un nouveau design. Cette décision est surtout basée sur un point important. Ce nouveau fusil devra chambrer le mm Lebel. Oui, c'était le gros problème du Meunier A6 et de sa cartouche spécifique. Vous comprenez bien qu'en plein effort de guerre, il est très compliqué de changer les industries pour produire un nouveau calibre, sans même parler de la période de transition et des problèmes logistiques que cela engendrerait sur le terrain. Et ce, même si le 8 mm Lebel est une très mauvaise cartouche pour les armes automatiques. C'est là que 3 ingénieurs vont marquer l'histoire de l'armement réglementaire français pour la 2e fois de leur carrière. Il s'agit de Ribeyrolles, Sutter et Louis Chauchat. Entre 1903 et 1912, Louis Chauchat était superviseur à l'atelier de Puto pour le programme de fusil semi-automatique. Il y développa ses propres designs et notamment grâce à son assistant Charles Sutter, puis avec l'aide de Ribeyrolles en 1913, cette fois-ci à la masse, le FM-C7. Ce fusil mitrailleur a été utilisé en petite quantité dans l'aviation et est le précurseur du célèbre CSRG 1915. CSRG sont simplement les premières lettres des noms Chauchat, Sutter, Ribeyrolles et Gladiator, ce dernier étant le nom du fabricant parisien plus connu pour ses vélos et ses automobiles à l'époque. Forte de ce succès et de la mise en production massive du fusil mitrailleur CSRG, plus communément appelé Chauchat, les 3 ingénieurs vont être à l'origine de ce nouveau fusil semi-automatique RSC-17. Logiquement, les noms correspondent bien à Ribeyrolles, Sutter et Chauchat. Comme j'ai déjà mentionné, l'idée principale est d'avoir un fusil semi-automatique qui chambre le 8 mm Lebel. Mais ce que souhaiterait l'état-major, c'est que cette nouvelle arme ne soit ni plus ni moins qu'un dérivé du fusil Lebel. Et oui, si on regarde un RSC-17 à côté d'un fusil Lebel, on peut y voir quelques similitudes dans la forme générale de l'arme. Cela semble farfelu de vouloir convertir un fusil à verrou et son magasin tubulaire obsolète en un fusil semi-automatique. Pas tant que ça, surtout en temps de guerre, car des fusils Lebel, il y en a beaucoup en stock. Donc utiliser des pièces déjà existantes pour fabriquer une nouvelle arme, cela permet de gagner
beaucoup de temps de production, ainsi que de diminuer les coûts. D'autant que les machines sont déjà en place pour la fabrication de nouvelles pièces. En réalité, même si ce RSC 17 fut présenté comme une version automatisée du Lebel 1886, il n'y a que la crosse, le fût, les garnitures qui proviennent du fusil Lebel. Le canon et la hausse sont eux empruntés au fusil Berthier 0715. Quant au magasin tubulaire, il a été habilement modifié pour y loger le cylindre à gaz. Enfin, la baïonnette, car oui, on ne pouvait décidément pas se passer d'une baïonnette sur un fusil semi-automatique, mesurant déjà 1,33 m, eh bien c'est celle du fusil Lebel, l'épée baïonnette 1886. Sur cette base de fusil Lebel soi-disant transformé en semi-automatique, le prototype présenté par Louis Chauchat et ses compères va plaire à la commission et le RSC sera prêt dès 1915. Cependant, l'arme souffrait de quelques défauts qu'il a fallu corriger. Des soucis liés à la qualité de fabrication de certains matériaux, mais aussi et surtout liés à cette munition, le millimètre Lebel. Le RSC est adopté en mai 1916 sous l'appellation fusil modèle 1917. Cependant, avec les soucis précédemment cités, il n'était pas possible de le mettre immédiatement en production. Donc, en attendant, on va ressortir, vous le voyez venir, le fusil meunier A6. Et oui, car je vous ai dit dans la première partie de la vidéo que le fusil meunier A6 fut le premier fusil semi-auto à être réglementaire dans l'armée française, mais que le projet fut annulé en 1914. Finalement, en attendant que les problèmes sur le RSC 17 soient réglés, ce meunier A6 va finalement être mis en production en 1916 et 1917. La manufacture de Tulle se charge de la plus grosse partie de la fabrication de ce fusil, et il ne sortira finalement que 1013 exemplaires seulement. Ce qui en fait bien sûr une arme extrêmement rare aujourd'hui. Ces meuniers A6 furent bien entendu envoyés au front, mais dès que la production de RSC 17 fut suffisante, ils furent vite remisés en arsenal. Le RSC 17 entra finalement en production le 1er avril 1917 pour se terminer en septembre 1918, avec un total d'environ 86 000 armes. L'armée française est la première armée au monde à adopter massivement un fusil semi-automatique. Avec le recul, aurait-il mieux fallu continuer à développer et mettre en production le meunier A6 dès 1914, avec sa munition certes unique et risquer des problèmes logistiques, plutôt que d'attendre 1917 pour voir arriver les premiers RSC 17 ? Alors petit aparté avant de continuer, mais si nous aujourd'hui nous désignons le RSC 17 comme un FSA, c'est-à-dire un fusil semi-automatique, à l'époque cette notion de semi-automatique n'existe pas. Et le RSC 17 est considéré comme un fusil automatique. C'est ce qu'on peut lire d'ailleurs sur les notices d'époque d'emploi de cette arme. Pour certains puristes, le terme de FSA ne convient pas au RSC 17. Le RSC 17 est donc un fusil semi-automatique chambré en 8 mm Lebel. Il mesure 1,33 m, ce qui est un cheveu plus long que le fusil Lebel, déjà très grand. Pire, le RSC 17 est 1 kg plus lourd que le fusil Lebel. La hausse est graduée de 250 à 2400 mètres. L'arme est alimentée par un clip de 5 cartouches de type Mannlicher. La particularité et le gros défaut du RSC 17, c'est que ce clip n'est pas interchangeable avec les clips du Berthier modèle 16. Alors que le choix d'un fusil semi-automatique s'est finalement porté sur un modèle utilisant le 8 mm Lebel, car c'était le calibre principal de l'armée française, finalement l'arme se trouve dotée d'un système de clip unique au RSC 17, ce qui est quelque part un comble quand on pense au meunier A6 auquel on reprochait sa cartouche unique. Côté mécanique, l'arme fonctionne ainsi. La culasse est de type rotative avec deux séries de 3 tenons de verrouillage opposés. 90 degrés séparent la position verrouillée de la position déverrouillée. Le levier d'armement entraîne le corps de culasse de manière linéaire et la tête de culasse est forcée en rotation par une came au cours de ce mouvement linéaire. L'entraînement du mécanisme semi-automatique est réalisé par emprunt de gaz depuis un orifice en dessous du canon. Les gaz de combustion sont ensuite dirigés par une buse solidaire du canon dans un ensemble composé d'une noix en laiton et d'un coude. Ce coude envoie le gaz sur la tête de piston. Le piston accomplit deux tâches. Premièrement, le ressort vient reposer sur un cylindre coulissant dans le tube de gaz. Le cylindre dispose d'un petit levier à son extrémité dont la mission est de mettre en pression l'élévateur du chargeur. Par extension, l'élévateur est maintenu en pression par le ressort de rappel du piston. Le levier d'armement vient reposer dans cette encoche
permettant à l'utilisateur d'agir sur le mécanisme. Et au final, le levier d'armement est connecté à la culasse. Cet enchevêtrement de tubes, de ressorts et de leviers conduit l'utilisateur à accomplir 3 actions lorsque le levier d'armement est tiré en arrière. La culasse est tirée en arrière, la came entraîne la rotation de la tête de culasse, permettant de la faire pivoter de 90 degrés et ainsi de la déverrouiller. Ensuite, cela permet d'éloigner manuellement la tête du piston du coude de gaz. Et enfin, le recul du piston met en pression le ressort principal qui à son tour vient en butée et pousse le cylindre secondaire qui vient mettre en pression l'élévateur du chargeur. L'action de la détente est très simple et fonctionne par un système de crochets maintenus ensemble. Lorsqu'on appuie sur la détente, cela libère tout simplement le chien. L'arme dispose d'un arrêteur de culasse, mais on en reparlera dans les variantes. Pour charger l'arme, il faut donc ouvrir le capot sous le boîtier et y insérer le clip. Dit comme ça semble simple, et pourtant il faut un petit temps d'adaptation pour bien comprendre comment insérer correctement ce clip. Car ce n'est pas aussi simple qu'avec un fusil Berthier. L'angle du clip est assez particulier. De plus, si l'arme n'est pas mise de côté lors de l'insertion, il y a de fortes chances qu'il tombe. Le système de sécurité possède 2 positions, F pour feu et S pour sécurité. Système qui rappelle très fortement celui du Shosha, mais ce qui n'a rien de surprenant puisque développé en partie par la même personne. Ce qu'il faut retenir de tout ceci, c'est que le RSC-17 a tout de même été développé rapidement, en temps de guerre, et que son fonctionnement est très bon. Pour preuve, son mécanisme a fortement inspiré celui du célébrissime M1 Garand. Et ça, c'est une autre histoire. Même si le RSC-17 n'a été produit que durant 17 mois et à 86 000 exemplaires, ce qui est peu quand on compare aux 3 millions de Lebel disponibles en 1914, il y a quelques modifications au cours de la production que l'on va aborder, ainsi que quelques variantes. Rien que pour l'arrêteur de culasse, on distingue 3 types, voire 4 si on considère la variante sans arrêteur de culasse. Les 2 premiers types ne bloquent pas la culasse en fin de tir. Pour la maintenir en arrière, il faut lever l'arrêteur manuellement. En tirant légèrement la culasse vers l'arrière, cela la libère pour chambrer une cartouche. Mais en mars 1918, le 3e modèle viendra remédier à ce problème par un arrêteur bloquant automatiquement la culasse en arrière lorsque la dernière cartouche est tirée et que l'arme est vide. Ensuite vient le levier d'armement qui est composé de 2 types. Le premier est une sphère qui semble être en aluminium et qui rend le démontage de la culasse très compliqué. Cela sera grandement amélioré avec la seconde version en novembre 1917. A cette occasion, la sphère maintenue par ressort est remplacée par une pièce molletée, maintenue par un tenon dont le démontage est beaucoup plus aisé et peut se faire sans outil. Comme je l'ai déjà dit, le RSC-17 est très long, beaucoup trop long et pas du tout adapté à la guerre de tranchées, où des armes courtes comme les mousquetons Berthier ou les Kar 98A seront beaucoup plus appréciées. Sans parler des baïonnettes qui rajoutent facilement 30 à 40 cm sur l'arme. Bref, vous vous en doutez, la première évolution des RSC-17, c'est sa longueur qui sera bien sûr diminuée. Il y a un modèle de transition qui est très rare et qui fait le lien entre le RSC-17 long et le RSC-18. Car oui, là je ne parle pas du RSC-18, que certains d'entre vous connaissent sûrement. Je parle bien d'une version carabine du RSC-17. Ce qui est compliqué à comprendre, c'est que cette rare version courte a été nommée carabine automatique modèle 1918, mais en soi, il s'agit bien d'un RSC-17 raccourci. Pour reconnaître cette version par rapport au RSC-18, si vous êtes un jour assez chanceux pour en croiser un, c'est en soi assez simple. Le boîtier de culasse et la hausse restent identiques au RSC-17, par contre l'embouchoir est similaire au RSC-18, et la pige de maintien du capot de chargeur est absente. Cette variante est très rare et n'a été produite qu'à une centaine d'exemplaires. Il a été probable que des essais aient eu lieu sur le front, mais ce n'est pas certain. Avant d'arriver au RSC-18, on peut quand même noter un RSC expérimental qui est considéré comme un mousqueton avec un canon de 45 cm. Mais malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'informations sur le sujet. Enfin, nous arrivons à la dernière variante, le RSC-18. Officiellement, cela reste un fusil automatique, mais il est communément appelé carabine RSC-18. Cette variante fait d'ailleurs la même taille que le RSC-17 court de transition. Cette variante apporte plusieurs avantages. Évidemment, sa taille, son gabarit est nettement plus adapté à la guerre de tranchées, même si vous me direz qu'en fin de guerre, les mouvements reprennent.
Un obturateur rotatif est placé sur le boîtier de culasse afin d'éviter que la poussière, la boue ou n'importe quoi d'autre vienne se coincer dans le mécanisme. L'arrêteur de culasse est du dernier modèle et donc bloque la culasse en arrière au dernier tir. Une des améliorations les plus importantes, le RSC 18 accepte enfin les clips des fusils Berthier. L'empreinte gaz et le démontage a été globalement très simplifié. L'ensemble du système de gaz peut être nettoyé depuis l'embouchoir juste en enlevant une vis sous l'embouchoir. C'est avec la lame chargeur ce qui plaît le plus dans le RSC 18 par rapport au RSC 17. Même si ce RSC 18 représente l'évolution ultime du RSC 17, sa production ne dépassera pas 4000 exemplaires. Car si l'arme est testée durant l'été 1918, la production ne commencera qu'en novembre. Finalement, le conflit à l'ouest étant terminé, il n'est plus jugé nécessaire de poursuivre cette production. Pour résumer un peu tout cela, nous avons donc le RSC 17 produit en 1917 et 1918, une version carabine de transition très peu produite, puis enfin le RSC 18 produit fin 1918. La production du RSC 17 durant la Première Guerre mondiale n'avait pas pour but de remplacer tous les fusils Lebel et Berthier par des fusils semi-automatiques. Non, l'objectif était, comme avec l'arrivée du fusil mitrailleur Chauchat, d'augmenter la puissance de feu des sections d'infanterie. Les RSC 17 furent distribués en 16 exemplaires par compagnie, sachant qu'une compagnie fait environ 250 hommes, ce qui donne au final un RSC pour chaque escouade de 15 hommes. Ça c'est sur le principe, mais en réalité ces armes étaient distribuées aux chefs de demi-section, donc le cran au-dessus de l'escouade, ou aux soldats méritants. Et par méritant, j'entends des soldats dont les aptitudes au combat, au tir, au maniement des armes, à l'entretien et à la connaissance des mécaniques des armes n'étaient plus à démontrer. Bref, le RSC 17 n'était pas donné à n'importe qui, et cela se comprend, car si l'arme présente l'énorme avantage d'offrir un fusil semi-automatique, elle ne possède pas que des avantages. Le premier point serait déjà la consommation de munitions. 5 coups, ça part très vite, encore plus sous l'adrénaline du combat. Ce qui amène au second point, il ne fallait pas perdre les clips, car pour rappel, ils ne sont pas interchangeables avec les clips de Berthier. Et sans ces clips, l'arme devient quasiment inutilisable. Ensuite, l'arme est plus chère à produire qu'un fusil Berthier, donc il était hors de question que le RSC 17 soit dans les mains d'une personne peu soigneuse, ou qui abandonnerait son arme à la première occasion. Enfin, les incidents de tir et les problèmes mécaniques demandaient un minimum de jugeote et d'intelligence afin d'y remédier. Bref, pour tout ceci, il fallait que l'arme soit dans des mains expertes et pas dans celles du simple soldat de base qui sortait de ses 3 mois de formation. Le RSC 17 continua sa carrière dans l'armée française jusqu'à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Pour preuve, certaines armes ont été modifiées pour la balle N, soit en 1932. Le RSC 18 n'a pas connu les champs de bataille de la Première Guerre mondiale, mais fut utilisé avec succès durant la guerre du Rif dans les années 20. Mais aussi intéressant soit-il, la production du RSC 18 a été très limitée, car d'une part la Première Guerre mondiale était terminée, et le besoin massif d'une arme semi-auto n'était plus d'actualité, et d'autre part, il reste toujours un défaut majeur au RSC 18, sa munition. Je vais me répéter, le mm Lebel n'est pas adapté aux armes automatiques. Donc dans les années 20, un grand programme d'armement est lancé pour adopter une nouvelle cartouche qui sera plus tard le 7.5 par 54. Au final, on revient au programme initial du début des années 1900, dans lequel on avait déjà proposé le Meunier A6, avec sa munition certes unique, mais néanmoins parfaitement apte à être utilisée dans des armes automatiques. On peut considérer que le RSC 17 reste une arme fabriquée dans l'urgence de la Première Guerre mondiale et n'avait pas vocation à rester très longtemps dans les mains des soldats français. Sans doute comme le fut lui aussi le fusil mitrailleur CSRG 1915. En 1935, l'armée française aurait décidé de subitement brider les RSC 17 en armes à réarmement manuel. Les 2 raisons principales seraient que l'arme consommerait trop de munitions et donc coûterait trop cher, et que l'arme aurait été distribuée aux troupes coloniales. Troupes où il valait mieux éviter de leur refourguer le dernier FSA trop efficace, mais plutôt leur laisser un fusil légèrement obsolète au cas où une rébellion éclaterait. Mais ni l'un ni l'autre de ces raisonnements ne tient la route. La surconsommation de munitions ne tient pas, car comme je l'ai dit dans le précédent chapitre, l'arme était distribuée uniquement à des tireurs expérimentés.
et pas des maniaques de la gâchette. Ensuite, pour les troupes coloniales, l'armée française disposait d'un stock suffisamment conséquent de fusils Lebel, Berthier, voire même de Gras, pour les équiper. Donc pourquoi s'embêter à brider le RSC-17 et le RSC-18? Si j'avais fait cette vidéo il y a quelques mois, je vous aurais dit que cette histoire de modification en 1935 ne tenait pas debout. Mais récemment, sur un forum très connu des collectionneurs, une personne a mis en ligne des informations très intéressantes sur le sujet. Informations qui montrent que les RSC-17 ont été délibérément bridés sur décision du ministère de la Guerre dès 1927, avec une application en 1935. Il était demandé de simplement boucher l'admission des gaz. Je vous mets un lien dans la description pour plus de détails techniques. Et surtout, allez lire le résumé d'un rapport d'essai du RSC-18 qui nous en apprend énormément sur l'utilisation de cette arme, ses avantages, ses défauts, surtout vus par les militaires de l'époque. C'est très intéressant et je vous conseille fortement d'aller lire ce post. Mais si on sait que cette modification de 1935 est réelle, la question demeure: pourquoi brider cette arme? Les incidents de tir étaient-ils si nombreux que finalement ça ne servait à rien de garder l'arme dans son mode semi-automatique? Je vous laisse me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. On a vu au premier chapitre que la France, une fois de plus, a été très innovante dans la conception des premiers fusils semi-automatiques de l'histoire. Mais les autres pays n'ont pas été en reste, et ce que je vous propose dans ce chapitre, c'est de balayer un peu ce qui existait durant la Première Guerre mondiale. Une des premières nations à adopter un fusil semi-automatique ne fut pas l'Allemagne, mais le Mexique. Et oui, sur un programme en partenariat avec SIG en Suisse, le Mexique adopta dès 1908 le fusil Mondragon, chambré en 7 mm Mauser. Il s'agit d'une petite commande de 4000 fusils. En réalité, il n'y aura que 1000 fusils livrés et payés, laissant SIG avec 3000 exemplaires sur les bras. Mais SIG ne tardera pas à trouver preneur chez l'armée de l'air allemande. J'en ai brièvement parlé dans ma vidéo sur le Trommel Magazine. L'armée allemande passe commande et récupéra ses Mondragons, cette fois-ci équipés avec des chargeurs de 30 coups. Les armuriers allemands n'étaient pas en reste non plus. George Luger étudia lui aussi des FSA en 1904 jusqu'à sa mort en 1923. Il en sortit le Selbstlader 1906. Il est amusant de constater que ce fusil fonctionne avec un système de genouillère comme les pistolets. Cependant, si le FSA de Luger avait les ferveurs de l'armée allemande en 1914, il n'était plus question de changer les G98 pour des FSA en plein conflit. L'arme de George Luger demeura secret défense durant toute la période du conflit et après-guerre. Vu les conditions du traité de Versailles, il n'était plus question que l'armée allemande s'équipe d'un fusil semi-automatique. C'est là que Paul Mauser s'en est mieux tiré et a été un peu plus malin. Lui aussi était occupé depuis la fin des années 1890 à proposer des prototypes à l'armée allemande, cependant sans succès. Mais si l'armée de terre allemande refusa dès 1914 d'adopter un fusil semi-auto, l'armée de l'air, elle, en recherchait activement. Paul Mauser réussit à vendre son modèle 1916, qui équipa principalement les personnels à bord des Zeppelins. Cependant, l'arme coûtait très cher à produire et de plus était très compliquée à utiliser et posait des problèmes de fonctionnement. Il y eut donc à peine 1000 exemplaires de produits. Si on ajoute à cela 3000 FSA Mondragon, on voit bien que l'Allemagne était très loin derrière la France dans l'utilisation de ce type d'armement. Outre-Atlantique, il est intéressant de s'attarder sur les deux grandes firmes Remington et Winchester. Ces deux firmes proposaient non pas des armes pour équiper des forces armées, mais des armes de tir sportif ou de chasse. Il s'agissait de carabines chambrant des calibres intermédiaires entre l'arme de poing et l'arme d'épaule. Winchester proposait au moins 3 versions, de 1905, 1907 et 1910. Côté Remington, ce n'est ni plus ni moins que John Moses Browning qui propose la carbine modèle 8. Idem, il s'agit à la base d'une arme de sport ou de chasse, dans un calibre plus viril que la Winchester, puisque cette modèle 8 était réputée pour pouvoir abattre un ours. Je rappelle que l'on parle d'une arme de chasse pour les trappeurs américains ou canadiens. Je parle de ces modèles-là car si les États-Unis n'ont pas du tout adopté ces armes-là, eh bien c'est tout simplement la France qui en a fait usage. Les quantités restent faibles avec 500 carabines Remington modèle 8, même si ce chiffre reste à nuancer car j'ai jamais vu de photo d'époque, et 500 Winchester dans les différentes versions. Ces armes furent bien utilisées à bord des avions ou des ballons d'observation de l'armée de l'air. Le contexte de l'époque est simple, on est en 1914 et il faut des armes en quantité immédiatement. Donc la France passe des contrats ici et là, bref, on fait feu de tout bois, et ces petites carabines Remington et Winchester feront parfaitement l'affaire. Bon, je vais m'arrêter là, mais il y a eu de très nombreux prototypes comme le Cerigotti italien, dont il ne reste que 2 exemplaires connus, ou le Farquhar Hill anglais, avec son chargeur tambour de 19 coups. D'ailleurs, les Anglais essaieront carrément d'automatiser leur Lee Enfield. On pourrait aussi parler du Fedorov M1916 côté russe, qui est pour beaucoup le premier véritable fusil d'assaut au monde. Bref, je pourrais continuer encore longtemps sur le sujet. Ce qu'il faut retenir, c'est que la France a aussi proposé très tôt des prototypes de fusils semi-automatiques.
et avait même une pointe d'avance lorsqu'elle a voulu adopter le Meunier A6 en 1913-1914. Et si celui-ci n'a pas été adopté à cause de l'arrivée imminente de la guerre, elle a su adapter son industrie en plein milieu du conflit pour adopter en masse une nouvelle arme, le RSC-17. Alors que dire sur le tir au RSC-17 ? C'est juste fantastique. J'ai pu tirer que 6 cartouches avec l'arme, une comme vous avez pu le voir dans l'introduction avec le modèle bridé en armement manuel, et un clip de 5 cartouches dans celui en semi-auto. Dans les deux cas, ce qui m'a énormément surpris, c'est la légèreté de la détente. En fait, si on voit tirer aussi rapidement, c'est que je m'attendais à une détente de fusil Lebel. Détente qui flotte un peu au début, sur lequel on arrive à un point très dur avec une bonne pression à exercer pour faire partir le coup. Sur le RSC, on appuie à peine que le coup part très vite. La course de la détente est vraiment très courte et le poids de départ est très léger lui aussi. Pour moi, c'est vraiment excellent. Surprenant au début, mais excellent. Les 5 coups partent du coup très vite. Par contre, c'est vrai que l'arme est très longue. Sur un pas de tir d'accord, dans une tranchée, c'est pas possible, encore moins muni d'une baïonnette. L'autre particularité est l'insertion des munitions. N'étant pas du tout habitué à manipuler cette arme, j'avoue avoir eu des difficultés à ouvrir le capot, que j'ai trouvé plutôt glissant quand on a les doigts un peu humides. Ensuite, l'introduction du clip dans le boîtier n'est pas très naturelle. Contrairement au fusil Berthier, l'angle est assez particulier. Mis à part cela, la prise en main est simple et armer la culasse est d'une facilité déconcertante. On prend rapidement ses marques. Pour ceux qui aimeraient faire revivre leur RSC-17, il y a quand même des choses à savoir avant de se lancer. La première chose et la plus difficile ne sera pas de trouver un RSC-17, car il y en a sur le marché. Non, la vraie difficulté sera de trouver des clips. Je rappelle que sans ces clips, vous ne pourrez pas vraiment utiliser votre RSC-17. Les clips originaux sont très difficiles à trouver. Il y a maintenant des reproductions. Si leur qualité était plutôt mauvaise il y a quelques temps, il semble que la fabrication ait changé depuis. Ensuite, oubliez les munitions manufacturées. Si vous souhaitez préserver la mécanique de votre RSC-17, il vous faudra recharger et trouver la bonne recette qui permettra à votre arme de recycler correctement sans que l'ensemble mobile et la culasse ne viennent taper trop fort sur le bouchon du boîtier. Le rechargement du 8 mm Lebel pour le RSC est donc assez spécifique. Vous comprenez maintenant pourquoi j'ai pas pu tirer beaucoup de cartouches avec, et surtout qu'il faut préserver la mécanique déjà vieille de 100 ans. Ceci dit, je m'estime déjà suffisamment chanceux pour avoir tiré avec un RSC-17, ne serait-ce qu'une seule cartouche. Vous pouvez bien sûr en utiliser des partisans, mais sachez que cela risque fortement de diminuer la durée de vie de votre arme. Une fois que vous avez votre arme, vos clips, trouvé la bonne recette de rechargement et fait vos premiers tirs, il vous reste le nettoyage. Là encore, sachez que le nettoyage complet de l'arme peut être délicat sur certains points et qu'il vous faudra vous armer de patience pour éviter toute casse. Car pour retrouver des pièces de rechange, ça va être plutôt compliqué. Si vous voulez plus d'informations sur les clips, comment en trouver ou sur le rechargement pour le RSC ou encore sur le démontage complet du RSC, allez voir le lien que j'ai mis dans la description. Voilà, la vidéo touche à sa fin sur le RSC-17. J'aurais jamais cru, je pense, un jour mettre la main dessus et tirer avec. Encore une fois, merci au propriétaire de ces deux armes de m'avoir permis de le faire et surtout de vous partager ces images. Car mine de rien, entre le rechargement, le nettoyage des armes, c'est aussi du boulot derrière pour lui. Je remercie une fois de plus le président du club qui nous a permis de filmer dans son stand. Je le redis, mais n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager les vidéos, ça améliore vraiment le référencement de la chaîne. Et donc ça soutient un petit peu ce que je fais. Pour ne pas rater les prochaines vidéos, il faut aussi activer la petite cloche à côté du bouton s'abonner. Bref, merci à tous, à la prochaine. Kanao! Dans le cadre. Ouais, c'est bon. Salut à tous et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, je suis extrêmement content de vous présenter un FSC. On recommence. Attends, j'ai entendu fessé. Ouais.
AFSC, bon. RSC. RSC, ouais. Eh, tu vas faire tu sais, comme à la fin de tous les films, Un là. bêtisier? Un Non. bêtisier. Ouais, c'est pas évident. Là, je crois que le bêtisier aujourd'hui. Allez. Salut à tous et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, je suis extrêmement content de vous présenter un RSC 17. Hein. C'est une chance de pouvoir en trouver un en France et de surtout vous le faire partager. Allez, c'est parti. Ah, t'avais oublié le... T'avais oublié? Ah merde. C'est quand on le filme pas ça?